Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je remplace Robert Trochard pour d'autres raisons, parce que c'est lui qui a animé le projet EvaPro et qui a fait cette synthèse. Mais il est parti à la retraite vendredi dernier, donc voilà, 15 jours plus tôt que prévu. Donc, j'ai la lourde charge de présenter ces travaux dans le cadre d'EvaPro. Donc, EvaPro, c'est un projet financé par l'ADEME dans le cadre du programme Cortea. Donc, qui a démarré en 2015 et qui se termine là, ce mois-ci, sur le mois de mars, dont l'acronyme veut dire évaluation des pertes d'azote par volatilisation ammoniacale suite à l'épandage des produits résiduaires organiques, donc des PRO, et qui est un projet qui est piloté par Arvalis, qui associe différents instituts techniques. L'Institut de l'élevage, ITAVI, l'IFIP et Terzinovia, la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et deux unités de l'INRA, donc l'UMR-SAS et l'UMR Ecosys. Donc trois objectifs opérationnels dans ce projet. Un premier objectif sur la validation d'une méthode d'estimation des flux au champ, qui s'appelle la méthode Volat-NH3, qui a été mise au point dans le projet CASDAR éponyme et qui n'avait pas été totalement validée. Les premières étapes avaient été validées dans le cadre du projet CASDAR, et donc le projet EvaPro avait comme première tâche d'évaluer donc la méthode globale. Donc je vais vous présenter ce point-là. Ensuite, un deuxième point sur la production au champ de références inédites en France et parfois à l'international. Et un troisième point qui est à cheval sur EvaPro et EvaMine, que je vais présenter après, sur l'utilisation du modèle Voltaire comme simulateur de données pour créer un grand nombre de simulations et puis simplifier tout ça dans ce qu'on appelle des métamodèles, et donc qui sert après comme facteur d'émission pour justement faire les inventaires. Donc j'en dirai un mot dans EvaMine, mais ces travaux sont pas encore tout à fait finis et seront présentés au mois de novembre à Dijon, beaucoup plus en détail. Donc si on commence tout de suite par les aspects méthodes de mesure des concentrations en ammoniac et d'évaluation des flux au champ. Donc pourquoi tout ça? Déjà, pour refaire un peu la genèse, ça a été mis en œuvre dans le cadre du projet CASDAR Volat-NH3, parce que jusqu'à maintenant, les technologies, les méthodologies de mesure de la volatilisation ammoniacale n'étaient pas en conditions réel, c'est-à-dire que c'était soit des tunnels où on ventilait, donc ça extrémise un petit peu les résultats, soit au labo, et donc il y avait la volonté de développer une méthode au champ, où on pouvait comparer dans des mêmes conditions plusieurs conduites ou plusieurs produits. Et donc le parti pris qui a été utilisé, c'est d'utiliser des badges passifs, donc c'est ici, de façon très schématique, un badge alpha, donc c'est une sorte de petite capsule Nespresso qui contient de l'acide et qui du coup capture l'ammoniac de l'air ambiant. Et donc on en positionne plusieurs à différentes hauteurs dans les parcelles. Donc là vous avez deux photos. La première, celle qui est à gauche, c'est des badges qu'on positionne dans les parcelles épandu et suivi, avec deux hauteurs, 30 cm au-dessus du couvert ou au-dessus du sol si le sol est nu, et 1 mètre au-dessus du couvert ou du sol nu. Et on a des badges qui sont plus hauts, la photo de droite à 3 mètres de haut, qui permettent de mesurer l'atmosphère ambiante autour de l'essai pour repérer si jamais on a des pollutions qui peuvent venir de l'extérieur et qui ne sont pas des sources émises par les modalités qu'on suit. Et donc sous ces coupelles on met des badges qu'on enlève à pas de temps régulier et ensuite qu'on envoie au labo pour doser l'ammoniac qu'il y a dedans. Mais donc ce qu'on mesure, c'est une concentration d'ammoniac qu'on peut traduire donc après en concentration donc dans le badge, et qu'on traduit en concentration d'ammoniac dans l'air ambiant en fonction de la durée d'exposition. Mais là on a fait que la moitié du chemin, parce que après il faut calculer des flux en partant des concentrations mesurées. Donc là, la première technique qui a été développée dans le cadre du projet CASDAR Volat-NH3, c'est ce qu'on appelle la méthode des gradients.
qui repose sur ce qui a été expliqué ce matin, sur les gradients qui sont responsables de la volatilisation, c'est-à-dire une concentration en ammoniac gazeux à la surface du sol qui est plus importante que celui qu'il y a dans l'air ambiant, et donc une migration par gradient de concentration de l'ammoniac. Donc finalement, le fait d'avoir deux hauteurs, c'est ce que vous avez, la petite coupelle en haut à gauche là, il y a deux hauteurs différentes. Si on suit, donc par exemple, dans cet exemple-ci, vous avez ici en vert, c'est les mâts de bruit de fond, donc pour voir est-ce qu'il y a une pollution qui vient de l'air ambiant. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas, ou très peu. Ici, à gauche, c'est le témoin zéro azote, en bas à gauche. En bas à droite, c'est du lisier apporté en surface, et en haut à gauche, c'est du lisier enfoui. Et ce qu'il faut interpréter, c'est pas tellement la forme des courbes en elles-mêmes, c'est la différence de concentration entre la hauteur du bas et la hauteur du haut. Donc la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue. D'accord ? Et plus la différence est importante, plus le gradient de concentration est important, et donc plus potentiellement ça volatilise. Et donc on peut utiliser des petits modèles, pour le coup là, qui sont assez simples, thermodynamiques, pour calculer des flux à partir de ces différences de concentration entre deux hauteurs différentes. Donc si on applique ça à l'exemple que je vous ai donné, le témoin zéro azote ne volatilise pas. Le lisier apporté en surface volatilise 20 unités d'azote dans cette situation-là, et le lisier enfoui volatilise pas du tout. Voilà. Donc on arrive à interpréter les concentrations à l'aide de modèles comme ça. Sauf que ça, c'est un modèle assez simple, mais qui est par contre pas si précis que ça, qui donne une bonne idée pour classer les produits entre eux, mais en valeur absolue, c'est pas suffisant. Donc ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle l'inversion du modèle FIDES, qui est un modèle développé par l'INRA et UMR Ecosys, et qui est un modèle, quand il est utilisé de façon directe, qui permet d'estimer une concentration en tout point de l'espace à partir d'une source connue. D'accord ? Donc en mode direct, on connaît la source et on peut estimer la concentration en tout point et en dynamique dans le temps. Donc typiquement, c'est la représentation que vous avez en bas à gauche. On a un bâtiment d'élevage, on connaît la source d'ammoniac, la quantité d'ammoniac émis par cette source, et on regarde dans l'environnement quelle va être la concentration en ammoniac. Et en fait, on utilise ce modèle, mais à l'envers. Donc on l'inverse. Donc ça s'appelle FIDES inversé. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a des mesures de concentration en ammoniac à des hauteurs bien définies, à des pas de temps bien connus, et on inverse le modèle FIDES pour essayer de retrouver la source à l'origine de ces concentrations mesurées en connaissant l'environnement extérieur. Donc on a une station météo, parce que vous comprenez que le gradient de concentration peut être entretenu par du vent, et donc il est important de connaître les conditions extérieures, et notamment le vent. Donc tout ça, ça a été mis au point. Ça a commencé dans le projet CASDAR Volat NH3, et ça a été fini de mettre au point notamment pour l'aspect inversion de FIDES dans le projet EvaPro. En termes d'utilisation, la méthode des gradients, comme je l'ai dit, permet principalement d'avoir des ordres des classements entre produits, mais pas d'avoir des valeurs absolues en termes d'émissions. Mais c'est une approche très intéressante pour valider les données, la cohérence des données, la qualité des données. Et le modèle FIDES, lui, par contre, est plus précis, et donc peut être utilisé en valeur absolue et bien sûr en relatif. Et donc tout ça, ça a été mis dans des routines R, donc qu'on peut faire tourner aujourd'hui assez facilement. Et donc ça, c'est la théorie. Et après, il y avait forcément dans le projet des étapes de validation. Comment est-ce qu'on peut valider tout ça ? Donc il y a une première étape qui a été faite assez rapidement en 2018 de validation purement théorique. Donc vous avez compris, FIDES inversé, en fait, c'est un modèle qu'on inverse. Donc on peut, à partir d'une source qu'on applique dans FIDES, simuler des concentrations en ammoniac à pas de temps très fin, donc toutes les demi-heures. Et en fait, ces concentrations, on va les moyenner sur des plages plus longues, comme ce qu'on fait avec les badges alpha. Et donc après, on essaie d'inverser le modèle pour retomber sur les sources qu'on avait mis dans le modèle au départ. Donc ça, c'est une validation purement théorique qui a été menée en 2018, et où on voit que mathématiquement, on peut inverser le modèle pour retomber sur des sources en connaissant les concentrations. Mais c'est pas suffisant, parce que ça reste de la théorie. Donc dans le cadre du projet EvaPro, il y avait une étape de validation au champ de cette méthode. Donc là, c'est beaucoup plus lourd à mettre en œuvre, parce qu'il suffit pas d'avoir qu'un PC. Il a été mis en place à l'INRA de Grignon un dispositif en râteau, c'est ce que vous avez en bleu ici là.
Donc c'est des tubes PVC alignés les uns à côté des autres avec des trous de taille bien précise sur la taille d'une parcelle élémentaire qu'on a dans nos expés, 20 mètres par 20 mètres ou 30 mètres par 10 mètres. Dans ce râteau, on émet une source d'ammoniac connue. Donc c'est ce que vous avez en bas à gauche du graphique, hein. On a une bonbonne d'ammoniac et puis avec un débit bien connu, on injecte de l'ammoniac donc à un débit connu. Au milieu de ce dispositif, ici là, vous avez un anémomètre sonique qui permet de mesurer le vent, la rugosité de surface, etc. Donc tout ce qui permet de caractériser l'environnement et un dispositif de mesure de la concentration en ammoniac continue. Et donc le but du jeu, c'est à partir de ces concentrations mesurées et du modèle Fides inversé, d'essayer de retrouver la source d'ammoniac qu'on a émise dans ce dispositif. Donc c'est ce qui a été fait sur 2018 et vous avez le résultat ici. Donc les concentrations qui ont été émises correspondent un peu à des concentrations qui sont rencontrées dans les essais. Vous avez en rouge la dynamique des émissions théoriques, donc ce qui a été émis sur le dispositif avec l'espèce de râteau là bleu, donc que vous avez ici en photo. Et en bleu, vous avez les émissions estimées par le modèle Fides inversé. Donc les émissions estimées par le modèle Fides inversé, on voit que la dynamique globalement suit bien les émissions théoriques. Avec un retard, si vous regardez avec un œil de lynx, vous verrez qu'il y a 20 minutes de retard exactement. Donc il y a un petit délai. Et par contre, on voit qu'il y a quand même un biais. Globalement, Fides sur ce dispositif surestime légèrement les émissions qui sont théoriquement mises en place sur l'essai. Donc il reste encore quelques semaines pour essayer d'investiguer cette surestimation et de voir est-ce que c'est un biais expérimental, est-ce que c'est un biais du modèle et il faut le corriger, faire une nouvelle version de Fides. Donc il reste encore un petit peu de boulot sur cet aspect-là, mais le dispositif terrain a été mené et c'est très instructif. On arrive maintenant au deuxième objectif opérationnel. Oui, mais j'en aurai pour que 5 minutes parce que après le troisième je ne le détaillerai pas. Donc l'objectif, c'était d'acquérir des données de volatilisation ammoniacale au champ avec ce dispositif et qui sont des nouvelles références, quoi. Donc il existe beaucoup de références dans la biblio. Il y a déjà eu des acquisitions faites dans le cadre du projet CASDAR Volat NH3 sur notamment toutes les techniques d'application. Est-ce qu'on est en bus palette, est-ce qu'on est en pendillard, est-ce qu'on enfouit dans les 12 heures, 24 heures, 48 heures, etc. Donc tout ça a été plus ou moins mis en œuvre et puis les résultats sont bien connus, ça a été présenté précédemment. Et donc là, il y a eu un effort d'acquisition de références sur des produits nouveaux qui étaient très peu documentés dans la biblio, notamment tout ce qui était digesta. Il y a une belle diversité de digesta qui a été évaluée. Il y a tout un tas de lisiers, de canards, de porcins, de bovins. Des phases liquides et solides de raclage en V dans les bâtiments en port qui nous a été présenté précédemment, des fientes et fumiers de volaille, on va voir, qui nous pose un peu problème. Ça a aussi été présenté tout à l'heure parce qu'il y a de l'urée et du coup l'urée doit s'hydrolyser avant de faire de l'ammoniac et de volatiliser et c'est pas forcément toujours bien caractérisé et connu. Ensuite, des fumiers composent de fumier de bovins. Donc tout ça a représenté 31 modalités réparties dans 17 essais et sur 2 années d'essais réalisés par Arvalis, Terrinovia, la CRAB, l'Institut de l'élevage, l'IFIP, Itavi et l'INRA, UMR, SAS. Donc je vous passe les détails sur les modalités testées. En gros, ça va de 1 à 3 modalités évaluées. Et quand c'est des modalités, souvent par exemple vous avez si je monte sur la télé, vous n'allez pas voir. Vous avez par exemple ici, je sais plus, vous avez le lisier et le digesta dans lequel a été mis, enfin le lisier dans le méthaniseur. Vous avez du fumier et du fumier composté, etc. Donc les modalités qui sont comparées ont un sens. Donc première chose, donc ça c'est toutes les cinétiques représentées en valeur absolue, calculées avec la méthode Fides.
On voit que c'est extrêmement variable en termes de quantité volatilisée. Ça va de 0,3, donc ça volatilise pas du tout, à 85 kg d'azote à l'hectare perdu par volatilisation ammoniacale. La deuxième chose qui frappe, c'est que c'est très rapide. Donc ça a été présenté plus ou moins ce matin. En gros, on va le voir, tout a quasiment lieu dans le premier jour. Sauf deux exceptions, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a qui montent bien après. Et tout ça, en fait, c'est les fientes et les fumiers de poulet dans lesquels il y a de l'urée. Et du coup, ça met plus de temps à se libérer. Si maintenant, même données mais représentées un peu différemment, donc ici, ce qui est représenté, c'est la volatilisation cumulée en pourcentage du maximum. Donc pour voir en combien de temps est-ce que ça se libère. Alors il faut faire abstraction des points verts ici parce que c'est le lisier de canard qui a pas volatilisé. On est à 0,3. C'est pas des conditions volatilisantes, donc ça n'a pas trop de sens. On aurait même pu les enlever. On voit que ça va très vite. Donc vous voyez, donc c'est le nombre de jours en abscisse. On voit qu'en un jour, on a perdu entre 60 et 80% de la volatilisation totale sur les phases liquides, sur les produits liquides. Sur les produits solides, c'est un peu différent. Globalement, c'est à peu près la même chose, sauf pour deux produits, c'est les fientes de poule et les fumiers de poulet. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'urée. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est plus progressif. Quelques résultats, mais je vais passer assez brièvement parce que c'est l'objet de la présentation, d'une présentation ultérieure sur les digestats. Donc il y a des digestats qui ont été évalués et les lisiers à l'origine de ces digestats. On voit une variabilité aussi qui dépend de la composition bien sûr du digestat. Et aussi des conditions d'épandage. Donc ici vous en voyez un bâton qui est très très élevé. Déjà c'était un digestat qui était plus chargé en NH4 que les autres, et en plus c'est le seul qui a été apporté sur l'été, et donc conditions plus volatilisantes avec bien sûr plus de température élevée que dans les autres conditions. Donc après, bon, j'ai pas trop le temps, mais vous verrez dans le détail, il y a des choses très intéressantes sur des digestats issus de lisiers de porc avec ou sans couverture de la fosse. Et on voit le truc qu'on connaît très bien, hein, c'est qu'en fait on fait glisser le problème, c'est-à-dire que quand on couvre la fosse, on perd moins au stockage, mais par contre on perd plus à l'épandage au champ, tout simplement parce que le produit est plus chargé en NH4 et que la concentration en NH4 du produit, c'est quand même un facteur déterminant du risque de volatilisation. Et ça, c'était d'autres produits liquides ou solides qui sont testés. On voit encore une fois une grande variabilité sur la volatilisation totale qui dépend à la fois de la composition du produit, comme je l'ai dit, donc notamment sa teneur en NH4, mais aussi en urée. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez peu mesuré et assez peu référencé. Mais si on veut faire de la prédiction, comme on va essayer de le faire, c'est quelque chose qu'il faut savoir référencer et connaître pour prédire comme il faut les risques de perte par volatilisation. Mais c'est aussi conditionné par le contexte pédoclimatique, le type de sol, donc ça a bien été dit ce matin, hein, notamment le pH et les conditions climatiques au moment qui suivent l'apport, donc tout ce qui est température, vent et pluie bien sûr.